Ah. C'est agréable se bercer dans une chaise berçante, hein? Puis là, vous vous demandez peut-être d'où elle vient, ma chaise berçante. Où je l'ai eue, c'est quoi son histoire? Puis là, vous vous dites qu'elle appartenait peut-être à mon arrière-grand-mère, qui, elle, l'a eu de sa grand-mère à elle, qui, elle, l'a hérité de sa mère, qui, elle, l'a apporté avec elle en quittant l'Europe par bateau pour un long voyage de presque 6000 kilomètres pour traverser l'océan Atlantique, pour aboutir ici et défricher les terres de ce qui allait devenir un jour repenti. Que des dizaines de bébés ont été bercés puis endormis dans cette chaise-là. Que cette chaise-là a connu l'amour, la guerre, les rires, les pleurs, puis certainement une coupe de coups de pied après qu'un paquet de monde se soit pété le petit orteil dessus. Dans le fond, une chaise berçante comme ça, c'est plein de petits moments d'histoire prisonniers de la poussière du temps qui passe. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous asseoir vous aussi. Tirez-vous une bûche, une chaise de camping ou votre plus belle chaise berçante. Sortez aussi vos guimauves à griller sur le toaster, puis préparez-vous à m'accompagner dans un petit voyage aux odeurs de feu de camp, de Catalogne de grand-mère, puis de chaises qui craquent. Vous savez, c'est quoi, ça? Les plus vieux, ils savent c'est quoi. Les vieux, ils connaissent toujours tout ce qui est vieux. Ça, c'est une diapositive. C'est un petit moment d'histoire, un petit moment de vie qui a été immortalisé, imprimé, inséré dans un petit carton carré, blanc et fragile. Une diapositive, c'est ça. C'est juste ça. Puis c'est tout ça. Êtes-vous prête à partir en voyage? On va faire un petit slideshow. Tenez-vous bien. On part la machine. Première diapositive. Ah, ça. Ça s'est passé à Trois-Rivières un dimanche soir. Je m'en rappelle, j'étais là. Il y avait un paquet de monde qui revenait de l'église ce jour-là. Les gens allaient à l'église à l'époque. Fait que là, ils reviennent puis ils voient un homme au pied d'un arbre qui saute sur une patte puis qui saute sur l'autre, comme pour se réchauffer les pieds. Alors, ils se sont approchés de lui pour lui parler. Puis là, ils ont été pris de panique. Ils ont eu la peur de leur vie. L'homme avait installé un petit miroir accroché sur l'arbre juste devant lui, et puis il se faisait la barbe. Bon, là, vous allez me dire qu'il n'y a pas grand-chose de paniquant puis de vraiment stressant dans le fait de voir un homme dehors l'hiver en train de se raser, en sautant sur une patte, puis en sautant sur l'autre comme ça, puis en rinçant son rasoir comme ça dans la rivière Saint-Maurice une fois de temps en temps. Mais en l'examinant de plus près, on a réalisé que cet homme-là, qui était vêtu d'un long manteau noir comme le poêle, avait deux petites cornes, puis des pieds fourchus, puis une queue qui laissait traîner comme ça dans la neige. Oui, c'était pas rien qu'un simple homme qui se faisait la barbe. C'était le diable lui-même en personne. Et puis c'est depuis ce jour-là que les gens du coin évitent de passer dans ce coin-là que le diable a choisi pour se faire la barbe. Moi-même, je passe plus dans ce coin-là. Prochaine diapo. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ça, c'est les 40 ans de ma tante Sylvie. Excusez, ça n'a aucun rapport des photos de famille qui se sont mêlées dans la... Prochaine photo. Le lac Trois-Saumons. Ah, si vous êtes dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, c'est pas bien compliqué. Là, vous tournez à droite ou à gauche, là, dépendamment de quel sens que vous arrivez. Là, puis une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres, vous arrivez au lac Trois-Saumons.
Vite, vite, la légende, elle va comme suit. Il y avait 3 missionnaires. Vous savez, des missionnaires blancs avec leurs espèces de grandes robes noires, là, des soutanes, sont arrivés sur la terre des Hurons qui, eux, habitaient là depuis très longtemps. Leur intention, c'était de soudoyer les Hurons avec toutes sortes de patentes bling-bling, comme leurs histoires de Jésus, puis des miroirs, puis des colliers fabuleux, puis de la boisson qui donnait mal à la tête. Au début, les Hurons étaient bien impressionnés. Ils étaient contents. À un moment donné, il y a d'autres Blancs qui sont arrivés. Puis plus de Blancs sont arrivés. Puis la chicane a pogné. Puis les Hurons ont commencé à être malheureux. Ça fait qu'on a décidé de finir ça, là. Ils ont pris les 3 missionnaires, ils les ont ligotés. Puis ils ont laissé là, abandonnés au milieu du lac. Toute la nuit. Ils ont dansé, puis ils ont chanté, ils ont invoqué le grand esprit. Puis le lendemain, les 3 missionnaires avaient été transformés en saumons. 3 saumons. Morale de cette légende-là, pense pas que t'es meilleur que les autres. Puis écœure pas le monde à penser comme toi si tu veux pas finir transformé en poisson. Ou en quelque chose d'autre. Prochaine diapo. Ah! La légende de la goélette de Charlebourg. Oh, elle est belle celle-là, écoutez ça. Un capitaine avait travaillé tout l'hiver sur son beau bateau. Et puis quand est venu le printemps, le bateau était terminé et puis il est parti en mer. Mais bon, comme ça arrive souvent dans les légendes, il est arrivé un grand malheur. Ça fait que le capitaine est tombé malade au large, il est mort, puis les gens de l'équipage ont dû jeter son corps en mer. Ah ben, c'est comme ça que si tu veux, c'est plate. Quoi qu'il en soit, il était au paradis, puis après une couple de semaines, il commençait à s'ennuyer un petit peu. Ça fait qu'il demande à Dieu s'il peut pas revenir sur Terre 1 heure, juste une petite heure de rien du tout, pour pouvoir voir son bateau une dernière fois. Après une couple de refus, parce que Dieu est comme ça, il est plutôt difficile à convaincre, finalement, il accepte. Il accepte de transformer le capitaine en goéland. Oui, parce que de cette manière-là, il pourrait voler librement au-dessus de son bateau, puis l'observer à sa guise. Mais il y avait une affaire, par contre. Si jamais il lui arrivait quelque chose, si jamais il arrivait quelque chose à l'oiseau, un grand malheur allait s'abattre sur son beau bateau. Bon, là, vous voyez venir toute la patente déjà, là. Anyways, un jour, le bateau file sur le fleuve Saint-Laurent. Et puis, oui, un marin regarde en haut puis il remarque en haut d'un des plus hauts mâts un goéland. Un goéland qui est perché là, puis qui est là depuis un certain temps déjà. OK. Fait que ça fait que le matelot qui était comme une espèce de sans-génie, pas de classe, tout ça, il a décidé qu'il allait prendre une roche puis garrocher ça sur le goéland. Il prend une roche. Il lance la roche de toutes ses forces. Voum! Poc! Poc! La roche a accroché le goéland en pleine tête puis il est tombé raide mort sur le bateau. Et qu'est-ce qui s'est passé après, vous pensez? Un vent d'orage a éclaté, le bateau s'est échoué sur des rochers, et puis tout l'équipage est mort. Et depuis ce triste jour-là, les marins ont l'habitude de dire que les goélands sont les âmes des capitaines et des matelots décédés, et qu'il ne faut jamais tuer un goéland en mer. Jamais. Prochaine diapositive, next diapo. Ah oui, ça. Ça, je m'en rappelle, j'étais là. Ah, ça s'est passé pas loin d'ici, à la Valtrie, vraiment pas loin. Bon, vite, on était une gang de gars. Puis là, on avait le goût d'aller voir nos blondes puis nos familles le soir du jour de l'an. Ça fait qu'on s'est retrouvés dans une espèce de gros canot volant qui volait dans le ciel. À un moment donné, on était une couple qui avait trop bu. Puis il y en a un qui sacrait comme un charretier. Ça fait qu'on a pogné le top d'une église. On s'est retrouvés dans la neige. Puis... Morale de cette histoire-là... L'alcool au volant et en volant, c'est criminel. Surtout si vous volez à bord d'un canot volant après avoir fait un pacte avec Lucifer. Pensez-y, volez prudemment. Prochaine diapo. Ah, cette histoire-là. Elle est belle puis elle est triste, cette histoire-là. Ça s'est passé ici même, à Repentigny, sur la rue Notre-Dame, là, dans le coin des Vieux Moulins. Je vais vous la raconter, puis je pense que ça va être la dernière pour aujourd'hui. Jean et Blanche s'aimaient à la folie. Et puis leur père, les 2 meuniers du chemin du roi, étaient bien d'accord pour que les 2 tourtereaux se marient. Et puis ils avaient hâte d'ailleurs. Un jour, Jean demande à son amoureuse Blanche d'aller faire un tour à Verchères avec lui pour voir un ami.
Mais Verchères, c'est pas à côté. Tu vas pas à Verchères comme tu irais au dépanneur du coin pour t'acheter de la gomme. Non. Verchères, c'est de l'autre bord du fleuve Saint-Laurent, là-bas. Et pour y aller à partir des rives de Repentigny, on y va à bateau. Cette journée-là avait été superbe. Le soleil couchant glissait doucement sur la cime bleutée des Laurentides, tandis que de légers nuages, comme des rubans de tulle rose, flottaient à la dérive sur un firmament d'or en fusion. Mais du côté sud, le temps était beaucoup plus dramatique. Des gros nuages noirs étaient en train d'apparaître dans le ciel. Mais Jean était confiant. Après avoir donné un doux baiser à son amoureuse, ils se sont embarqués les deux dans leur chaloupe et ont commencé leur traversée du fleuve en chantant. Ils ont passé la soirée là-bas et vers 10 heures, ils ont décidé de revenir. Ça a été une mauvaise idée. Parce que la tempête qui s'annonçait déjà depuis un certain temps a éclaté tout d'un coup. Et puis avec une violence inouïe. Le vent a commencé à hurler. Les éclairs ont déchiré le ciel noir, puis le tonnerre grondait. La pluie, puis la grêle s'abattaient sur l'eau du fleuve. Les éléments se dressaient les uns contre les autres dans un corps à corps infernal et chaotique. Les deux pères meuniers qui s'étaient réunis dans l'un des deux moulins se sont précipités au sol, ont pris leur chapelet et ont prié la Vierge Marie pour la protection des enfants. Et puis tout d'un coup, comme par magie, comme par mystère, tout s'est arrêté. L'affreuse tempête s'est arrêtée. Plus aucun signe de Jean et de Blanche. C'est seulement 4 jours plus tard qu'on a retrouvé les corps de Jean et Blanche qui flottaient au fil des eaux sur le fleuve. Ils étaient morts noyés dans la tempête. Mais un fait étrange. Quand on les a retrouvés, ils étaient enlacés, serrés l'un contre l'autre. Et un chapelet les retenait par le cou. Ils étaient unis comme ça jusque dans la mort. Le fleuve les avait mariés pour toujours et jusqu'à la fin des temps. Et depuis ce temps-là, certains soirs d'été, au clair de lune, on peut voir une chaloupe avec un jeune homme, puis une dame blanche, qui longe la rive tout près des vieux moulins de Repentigny. Les deux amoureux sont pas tristes, non, je les ai vus, ils sont souriants. Et puis la chaloupe disparaît comme ça, comme une ombre. On n'a jamais pu leur parler, ni même les rattraper. C'est le secret des ombres. Le secret de ceux qui, par-delà la mort, continuent à vivre et à s'aimer.